je vous trouve très sage ce matin. Je ne sais pas pourquoi. En tous les cas, je voudrais avec vous accueillir le président du Sénat, Gérard Larcher. Cher Gérard, c'est un vrai plaisir et un honneur de t'accueillir dans le Pas-de-Calais, qui est le 2e département cynégétique de France. Peut-être même le premier d'ailleurs, en tous les cas sur certains plans. On en parlait tout à l'heure avec Willy Schran, et je suis heureux aussi de t'accueillir dans le Montreuilois, dans lequel nous avons à la fois des chasseurs de plaine, mais également des chasseurs de gibier d'eau. Et on en parlait tout à l'heure, puisque ce sont 2 types de chasse que nous défendons dans le Pas-de-Calais, ici dans cette 4e circonscription, dans laquelle je suis, en tant que député, heureux de t'accueillir. Madame la secrétaire générale, Monsieur le Président des chasseurs du Pas-de-Calais, cher Willy, je veux saluer aussi ton bureau et ton conseil d'administration. Je sais que les chasseurs du Nord sont, comme c'est toujours le cas, présents, notamment à travers leur vice-président. Je veux saluer aussi les lieutenants de louveterie, qui sont à nos côtés également tout au long de l'année. Jean-Jacques Cotel, mon collègue du groupe chasse, nous sommes tous les 2 membres du bureau du groupe chasse à l'Assemblée nationale, le vice-président du conseil départemental, et puis monsieur le maire, dont vous avez compris qu'il avait promis de faire des progrès en tant que chasseur. Je veux profiter de la présence de Gérard Larcher pour saluer le travail des chasseurs, en particulier ici dans ce département du Pas-de-Calais, et leur rôle, qui est un rôle essentiel. Un rôle essentiel dans la préservation des espaces. Si les chasseurs n'étaient pas là, les espaces que nous connaissons ne seraient pas ce qu'ils sont. Prenez simplement l'exemple de la baie d'Authie ou de la baie de Canche. Les chasseurs ont protégé ces baies qui à un moment étaient la proie des promoteurs. Aujourd'hui, si ces baies restent des milieux ouverts, riches et intéressants, c'est bien parce qu'il y a la présence des chasseurs. Demain, vous retirez les chasseurs, il faut l'expliquer à nos amis écologistes, ce sont des milieux qui seront beaucoup moins intéressants, y compris du point de vue de l'écologie. Donc les premiers défenseurs de la nature, ceux à qui ces espaces restent ouverts, eh bien ce sont les chasseurs, il faut le répéter sans cesse. Dans la baie de Canche, il a fallu à un moment, parce qu'on a créé une réserve, retirer quelques huttes. Bien, on a vu ce qui s'est passé depuis. Les bois ont poussé, et puis là où il y avait un milieu qui était intéressant, ouvert, riche, et d'ailleurs aussi des oiseaux qui venaient se reposer et se nourrir, eh bien aujourd'hui il n'y a plus rien. Je veux saluer aussi le rôle des chasseurs dans la préservation des espèces et saluer le travail de la Fédération du Pas-de-Calais, grâce à qui le petit gibier dans notre département se porte bien. Et la meilleure illustration, c'est le lièvre qui est revenu. Willy Schran, vous nous disiez ce matin que sur près des 2/3 du territoire, nous gérons l'opulence. Alors attention, il ne faut pas non plus aller trop loin, et là, il faut bien gérer les choses. Je veux saluer aussi la belle reproduction du faisan commun, et je partage votre prudence en ce qui concerne la chasse de la poule faisane. Mais je crois que le meilleur exemple, c'est quand même celui de la perdrix grise, pour laquelle nous avons une responsabilité particulière, puisque 25% des perdrix grises d'Europe se trouvent dans le département du Pas-de-Calais. Et là, il y a un travail formidable qui a été fait ici, un protocole qui a été mis en place, et je sais qu'il y a d'autres fédérations en France, mais également des chasseurs d'autres pays, qui regardent ce qui se passe dans le Pas-de-Calais et qui veulent en prendre exemple. Donc vraiment, pour cela, je tenais à vous féliciter et à souligner le travail qui a été fait ici dans ce département du Pas-de-Calais, qui est un département où on ne reste pas les bras croisés, où on prend les choses en main, et où on va de l'avant et on trouve des solutions aux problèmes que l'on rencontre. Je veux saluer aussi le travail qui a été fait dans la lutte contre les nuisibles, qu'il s'agisse des actions renards, corvidés, belettes. Le travail des régulations des prédateurs, vous le savez, est un éternel recommencement. Peut-être expliqué d'ailleurs à certains à Paris qui veulent en permanence réduire la liste des nuisibles, ce qui est parfaitement ridicule. Et je sais que vos prochains objectifs, ce sont, ça a été dit ce matin par Daniel, la fouine et puis le rat des champs, le surmulot. Les chasseurs jouent un rôle essentiel dans la protection des espaces, dans la gestion et la régulation des espèces, parce que la nature ne s'équilibre pas d'elle-même, elle implique l'intervention de l'homme, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire. Ce que l'on ne dit pas suffisamment aussi, c'est le rôle économique des chasseurs. Et là, je veux saluer l'initiative de la Fédération nationale des chasseurs,
qui a décidé de lancer une étude socio-économique pour démontrer justement, chiffres à l'appui, l'impact économique de la chasse. Parce que vous achetez des cartouches, des fusils, il y a toute une économie de la chasse. Et l'impact économique de la chasse en termes d'emploi, il doit aussi être souligné. Et il doit être rappelé à ceux qui, à Paris ou ailleurs, voudraient faire disparaître la chasse et les chasseurs. On pourrait aussi ajouter votre rôle pour protéger les cultures également comme sentinelle de l'évolution climatique. J'en parle souvent avec les chasseurs de gibier d'eau, mais on pourrait aussi parler de la bécasse, qui se fait trop rare aussi parce que il y a un dérèglement du climat. Des sentinelles s'agissant des maladies animales, voire même des sentinelles s'agissant de certaines maladies qui peuvent contaminer l'homme. On se souvient très bien de l'épisode de la grippe aviaire, où heureusement qu'on avait les chasseurs qui nous alertaient en permanence et ont donné aux professionnels de santé et aux réseaux sanitaires des informations qui étaient extrêmement sensibles. Donc vous avez un rôle qui est important. Vous le faites sur votre temps libre, bénévolement, avec vos deniers personnels. Par conséquent, on devrait vous remercier du matin au soir, on devrait souligner ce travail et ce rôle, vous devriez être écouté, considéré, choyé, remercié. Eh bien, non. Eh bien, non, régulièrement, nous avons à subir un certain nombre d'attaques de la part de gens qui ne connaissent pas en fait la nature, qui croient la connaître, qui en parlent sans vraiment la connaître, et c'est un combat permanent que l'on doit mener et qu'il faut qu'on continue de mener tous ensemble. Le dernier exemple, ça a été le SRCE, nous étions ensemble, Willy, pour défiler à Lille et pour dénoncer ce schéma absolument aberrant, qui ne concerne pas d'ailleurs que les chasseurs, qui concerne également les agriculteurs et tous ceux qui vivent dans les parties rurales du département. Et puis il y a la loi biodiversité aussi, qui a été l'occasion d'attaques nouvelles contre la chasse. Alors il y a, dans les mois qui viennent, un certain nombre de combats à mener, pour lesquels nous aurons besoin de tous, la mobilisation des députés, mais également, cher Gérard, la mobilisation du Sénat et du président du Sénat. Alors quels sont ces combats qui sont devant nous ? Le premier, c'est, s'agissant du droit européen, un certain nombre de textes qui peuvent être demain potentiellement dangereux pour la chasse et qu'il faut bien avoir en tête. Il y a tout d'abord un projet de révision des directives oiseaux, que connaissent bien les chasseurs de gibier d'eau, et de la directive habitat. Alors je dis attention, danger, parce qu'on sait très bien que s'appuyant sur ces directives oiseaux et habitat, on a trouvé les moyens de décision de justice en décision de justice d'empêcher et de gêner la chasse, et notamment d'empêcher les chasseurs de gibier d'eau de pouvoir chasser au mois de février. Donc cette révision de ces directives, elle est potentiellement dangereuse, mais ça peut être aussi une opportunité de faire évoluer les textes et de permettre à nouveau de chasser au mois de février. Il y a aussi la réforme armes qui avait trouvé un équilibre qui vous convient et qui pourrait aussi être remise en cause par une réforme d'une directive de 2008. Puis surtout, le plus grave, c'est le risque de l'interdiction générale du plomb dans les munitions. Il y a là un projet de texte à Bruxelles contre lequel il faut évidemment se mobiliser et lutter. Les chasseurs de gibier d'eau ont déjà eu à subir cette mesure. Ce serait vraiment dommage de l'étendre à toute la chasse. D'autant plus qu'il y a des pays comme la Norvège, je me suis renseigné, qui avaient prôné cette interdiction globale et qui sont revenus en arrière. Donc ne prenons pas une décision pour ensuite éventuellement la remettre en cause. Donc attention du côté de Bruxelles à ce qui peut se préparer. Il faut aussi continuer le combat à l'Assemblée nationale et au Sénat, notamment s'agissant du projet de loi biodiversité. Alors avec Jean-Jacques Cottel, nous sommes mobilisés, et les députés du groupe Chasse, on a quand même évité le pire. Il faut quand même savoir que les écolos ont déposé des amendements pour interdire par exemple la chasse de nuit. Pour la chasse au gibier d'eau, c'est très pratique de pouvoir chasser de nuit, et surtout pour pouvoir interdire la chasse le dimanche. Ces textes ont été écartés. Il y avait aussi dans le projet de loi des articles qui étaient potentiellement extrêmement dangereux. Il y avait notamment un article qui étendait aux animaux sauvages la répression pénale des sévices graves et actes de cruauté envers les aminaux. Immédiatement, les écologistes ou les anti-chats se seraient emparés de cette disposition nouvelle du code pénal pour porter plainte et traduire devant les tribunaux tous les chasseurs de France. C'était potentiellement extrêmement dangereux. Nous nous sommes mobilisés, ce texte a été écarté, mais d'extrême justesse. Et certains reviendront à la charge
Le texte a été voté en première lecture au Sénat, à l'Assemblée nationale, il part au Sénat, mais nous comptons sur nos amis sénateurs pour être particulièrement vigilants sur ce point. On a aussi évité la disparition du CNCFS. On a aussi évité la création d'une nouvelle espèce protégée. J'en suis assez fier puisque c'est un amendement que j'avais déposé qui a été adopté, qui a permis la suppression de l'article 68 ter. Et vous savez très bien que la création d'une nouvelle espèce protégée, c'était évidemment un moyen pour les anti-chasses de réduire encore les espèces que vous pourriez demain chasser. Alors le combat continue s'agissant du projet de loi biodiversité, parce qu'il reste encore dans ce texte, malgré le travail qu'on a fait à l'Assemblée nationale, parfois ça s'est joué d'ailleurs à 1 ou 2 voix près, il reste encore un certain nombre de dispositions extrêmement nocives, contre lesquelles il faudra se mobiliser. Certaines vous concernent directement, d'autres moins, mais je pense par exemple aux chasseurs à la glu. On a décidé d'interdire la chasse à la glu, c'est absolument scandaleux, et il faudra tout faire pour éviter que cette interdiction perdure, d'abord au Sénat, puis ensuite à l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Le combat, c'est aussi le combat pour les oies. Et là, très franchement, je ne suis pas très content de ce qui s'est passé au mois de janvier, puisqu'on avait demandé à entendre la ministre Ségolène Royal à l'Assemblée nationale devant le groupe chasse. Elle n'est pas venue. Il faut qu'elle assume ses décisions. On souhaitait que la ministre prenne un arrêté pour permettre la chasse 10 jours au moins supplémentaires au mois de février. Alors à la fin, on a bricolé un truc qui n'est absolument pas satisfaisant, puisque la ministre a dit aux chasseurs, vous pouvez chasser, je vais fermer les yeux. Donc autrement dit, on a demandé aux chasseurs de braconner, un espèce de truc, de machin qu'il ne faudra pas reproduire l'année prochaine, c'est pas possible. Alors j'ai demandé aussi à ce qu'il y ait une mission OIA à l'Assemblée nationale, mais une mission du groupe chasse. Alors, le président du groupe chasse, il me dit on va faire une mission de la commission développement durable. La commission développement durable, c'est là où il y a tous les écolos et les anti-chasses. Donc non, nous on veut, et je pense que Jean-Jacques Cottel en est d'accord, ce que l'on veut c'est une mission du groupe chasse pour aller voir notamment ce qui se passe aux Pays-Bas. Parce qu'on empêche les chasseurs de France et du Pas-de-Calais de chasser les oies alors qu'on les gaze massivement aux Pays-Bas, ça n'a absolument aucun sens, mais il faut qu'on puisse, à travers une étude sérieuse de l'Assemblée nationale, démontrer cette aberration et ensuite pouvoir faire changer les choses, et notamment les textes européens. Le combat qui reste à mener aussi, c'est celui pour les nuisibles. Moi, je ne comprends pas, la Fédération du Pas-de-Calais avait obtenu une décision du Conseil d'État. Bravo Willy, parce qu'il y a peu de fédés qui étaient montés au créneau, qui ont osé saisir le Conseil d'État, je crois que c'est la seule, et on obtient gain de cause concernant le putois, réunion au ministère, Willy va au ministère confiant en disant on va m'annoncer qu'on reclasse à nouveau le putois parmi les nuisibles. Bien non, on a trouvé une espèce de prétexte, là aussi complètement alambiqué, pour ne pas appliquer une décision du Conseil d'État. On est quand même dans un état de droit. Alors quand c'est les écolos qui obtiennent une décision du Conseil d'État, alors là, il n'y a pas de problème, elle est appliquée immédiatement et en intégralité. Quand c'est les chasseurs qui obtiennent une décision du Conseil d'État, alors là, peut-être qu'on va l'appliquer, on attend, on va voir, il y a des éléments nouveaux. De qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? Donc moi, je demande avec force, et je le dis devant le président du Sénat, troisième personnage de l'État ce matin, il faut que les décisions de justice soient appliquées, il faut que les décisions du Conseil d'État soient appliquées, y compris quand elles sont favorables aux chasseurs, et notamment en ce qui concerne le putois qui doit être classé comme nuisible. Et puis il faut aussi que le ministère revienne sur sa décision concernant la belette. Et s'agissant du surmulot, du rat des champs, on a là une décision qui est aberrante, qui empêche l'empoisonnement et un vrai risque. Et je sais que vous allez vous mobiliser cette année pour faciliter le piégeage. Est-ce que ça suffira ? On a vu les problèmes que l'on a aujourd'hui avec le rat musqué. Demain, on risque d'avoir les mêmes problèmes, des problèmes pour les cultures, voire même des problèmes ensuite de santé, si on ne se donne pas les moyens de lutter efficacement contre la prolifération de ces rats des champs. Voilà. Mais les écolos des villes, que connaissent-ils des rats des champs ? Il y a un dernier point que je veux évoquer ce matin, qui est celui des éoliennes, parce que je pense que c'est un sujet qu'on n'a pas suffisamment pris à bras-le-corps. À la suite d'amendements, là aussi, portés par les Verts, votés à 1h ou 2h du matin, on a desserré les taux. Alors, c'est absolument incroyable, parce que il faut absolument préserver la nature et toucher à rien, et on nous empêche de construire, y compris dans nos villages,
on empêche de construire le long du littoral, mais alors quand il s'agit de mettre des éoliennes, d'un seul coup, il n'y a plus aucun problème. On a même trouvé le moyen d'écarter la loi littorale pour les éoliennes. Et surtout, ce qui est très grave, c'est qu'avec les textes qui ont été votés dans leurs dernières évolutions, on va se retrouver avec des éoliennes éparpillées dans le territoire, une par-ci, une par-là. Moi, j'avais déposé un amendement qui avait été adopté, qui voulait et qui imposait que les éoliennes soient au moins regroupées par paquet de 5, voilà, et qu'on évite l'éparpillement. Eh bien non, tout ça, c'est volé en éclats. Et la vérité aujourd'hui, c'est que vous allez avoir une pression de plus en plus forte de ceux qui veulent construire des éoliennes, et on va voir des éoliennes se répandre partout. Dans le Pas-de-Calais, d'ailleurs, s'agissant du Nord-Pas-de-Calais, je dis pour ceux qui sont du Nord ici, c'est quand même, voilà, quand on cite des chiffres, c'est les éoliennes en Nord-Pas-de-Calais, j'en vois pas beaucoup dans le Nord, j'en vois beaucoup dans le Pas-de-Calais, donc il faudrait peut-être aussi répartir un peu l'effort. Et puis s'agissant des éoliennes en mer, il y a un projet de 200 éoliennes en face des estuaires de l'Authie et de la Canche, c'est du délire, parce que c'est quand même un couloir majeur d'oiseaux migrateurs en Europe. Aller nous coller 200 éoliennes à cet endroit-là, les marins-pêcheurs sont contre, les chasseurs sont contre, moi pour des raisons touristiques je suis également contre, mais il va falloir là aussi continuer de mener le combat tous ensemble pour éviter l'implantation de ces éoliennes. Vous voyez que les motifs ne manquent pas d'être à nouveau mobilisés, moi je le serai avec vous, mais je dirais en conclusion qu'il y a malgré tout quelques motifs d'espoir. Le premier, c'est que vous avez maintenant à la tête de vos fédérations des présidents de chasse, des administrateurs qui sont conscients qu'il faut promouvoir une chasse responsable et durable et qu'il faut amener dans le débat des arguments qui sont des arguments scientifiques de fond. Avec Willy, on avait préparé un amendement il y a 4 ans dans le cadre d'un débat à l'Assemblée nationale pour demander à ce que vous puissiez chasser une semaine plus tôt en septembre. On m'avait dit décret Bouchardot, vous n'y arriverez jamais, c'est pas la peine, etc., etc. Avec Willy, on a dit c'est pas grave, on va y aller quand même. Et Willy m'avait donné des éléments, notamment s'agissant du travail des agriculteurs en septembre. Et ces arguments, qui étaient des arguments de fond, ont convaincu à l'époque la ministre. Et sachez que si le décret a été changé, et si vous pouvez aujourd'hui chasser le 3e dimanche de septembre, ben c'est à la suite d'un amendement qui est venu du Pas-de-Calais et qu'on avait préparé avec Willy Schraan. Et Willy Schraan, toujours dans la même veine, fait un travail considérable avec l'ISNEA pour apporter des éléments scientifiques s'agissant de la chasse au gibier d'eau. Et vous pourrez, j'en suis certain, pour ceux qui sont chasseurs de gibier d'eau, chasser à nouveau en février dans quelques années grâce au travail que Willy Schraan a entamé. Il faut continuer à aller dans cette direction. Le deuxième motif d'espoir, c'est la fusion de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Moi, j'avais, dès que le président de la République avait envisagé de rattacher la Picardie à Champagne-Ardenne, j'avais immédiatement réagi, je crois avoir été le premier, en disant non, il faut créer une grande région ch'ti, il faut rattacher la Picardie à la région Nord-Pas-de-Calais. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour les chasseurs que vous êtes, dans la mesure où, dans cette région, eh bien, les chasseurs sont très nombreux, seront encore plus nombreux, et pourront peser, j'en suis certain, encore plus fort dans les débats demain, et il faudra qu'ils soient entendus, et il faudra qu'ils aient une place centrale demain dans cette future grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Le troisième motif d'espoir, c'est l'élection, ou la réélection de Gérard Larcher à la présidence du Sénat. Moi, j'apprécie, comme vous, Gérard Larcher, et il a été un grand ministre, il est un grand président du Sénat, et il est aujourd'hui, ce matin, dans le Pas-de-Calais, à l'occasion de cette Assemblée générale des chasseurs à votre écoute, et je sais qu'il saura demain défendre vos intérêts plus que jamais à la tête du Sénat. C'est quand même pas rien que d'avoir le soutien du président du Sénat. Et puis le dernier motif d'espoir, c'est tout simplement parce qu'il a fait une déclaration ce matin, j'étais là pour l'entendre et j'en suis très heureux, c'est la volonté de Willy Schraan d'être candidat à la présidence de la Fédération nationale des chasseurs. Franchement, que le président des chasseurs du Pas-de-Calais soit président de la Fédération nationale des chasseurs avec toute son énergie, sa pugnacité, sa capacité à faire bouger les choses, parce que je le connais, ça va bouger à Paris quand il sera à la tête de la Fédération nationale des chasseurs, parce que là, ça roupille un peu quand même. Très franchement, on n'a pas toujours eu le soutien qu'on aurait dû avoir de la part de la Fédération nationale des chasseurs dans les combats que nous avons menés. Et avec Willy, on s'est trouvé parfois et ressenti un peu seul. Donc moi, j'ai confiance en lui. Je suis certain que
les chasseurs sauront reconnaître ses qualités, qu'il sera bientôt élu président de la Fédération des chasseurs et qu'avec lui, eh bien, les intérêts des chasseurs seront enfin entendus comme ils doivent être entendus à Paris. Merci.